et bienvenue à toutes et à tous dans ce Festival des Nouveaux Chemins Éducatifs, deuxième édition du Sommet de l'Éducation. Je vous présente aujourd'hui Sylvie Portas. Elle est consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. Elle aborde aujourd'hui pour vous un sujet peu connu mais passionnant, ayant des implications bien plus vastes qu'on ne l'imagine, l'intégration des réflexes primitifs. Bonne découverte! Bonjour Sylvie, bienvenue et merci de participer au festival. Bonjour Emeline, merci. Alors je t'ai contactée parce que j'avais vraiment envie qu'on parle de mouvement, le mouvement qui me semble vraiment un aspect très très important dans les apprentissages et dans le bien-être. Et donc tu vas nous proposer en fait une conférence sur les réflexes primitifs. Alors, je te laisse nous présenter tout ça, ça va être passionnant. Merci. Alors en effet, du coup l'idée est de présenter quelque chose autour des réflexes primitifs qui sont en fait des piliers vraiment au service de notre développement et des apprentissages. Alors je dirais pour les enfants, mais également cela peut concerner aussi les adultes que nous sommes. Alors, cette conférence, elle pourrait vous intéresser si vous êtes parent, enseignant, professionnel de l'éducation et ou tout simplement une personne qui est passionnée par la question des apprentissages et du développement humain. Cette conférence, elle peut également vous intéresser si vous connaissez des enfants ayant des difficultés ou des troubles des apprentissages et que vous recherchez d'autres pistes complémentaires pour l'accompagner au mieux. Et puis, si vous avez aussi entendu peut-être déjà parler des réflexes dits archaïques ou primitifs, que ce soit archaïque ou primitif, c'est exactement la même chose en fait. Moi, je prends la traduction qui est réflexe primitif, qui est la traduction la plus littérale de primitive reflex. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'entendrez un peu plus parler de réflexe primitif, mais c'est exactement la même chose. Et donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler et vous avez envie d'en savoir un peu plus. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de réflexes et que vous êtes tout simplement curieux et curieuse d'en faire une première découverte. Alors, avant de parler réflexes, juste reposer quelque chose qui me semble essentiel quand on parle de développement. On parle de développement qui est à la fois moteur, cognitif, affectif et social. C'est vrai que tout ça est complètement en interrelation. Le développement moteur va influencer en fait notre développement cognitif, affectif et social, et notre développement affectif, cognitif et social va aussi influencer notre développement moteur. Donc, ça me semble hyper important, en tout cas, de reposer vraiment l'idée de ce développement qui se fait de manière en interrelation permanente et de prendre comme ça aussi la personne dans sa globalité. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier le fait que l'environnement va impacter profondément aussi la façon dont nous développons. C'est vrai qu'on est moins sur des choses de l'inné, l'acquis. Enfin voilà, on arrive de manière un peu déterminée avec des prédispositions ou des difficultés. Non, voilà, on sait aujourd'hui que l'environnement va aussi énormément impacter tout notre développement. Et puis, finalement, c'est juste de reposer l'idée qu'on est dans une approche, en tout cas ce que je vous propose là aussi, c'est de voir dans une approche tête-corps-cœur. Il y a le terme d'apprentissage que l'on utilise également en permanence, le fait d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas uniquement, en tout cas, quelque chose qui est réservé au banc de l'école, ou en tout cas de l'apprentissage scolaire. Apprendre, l'apprentissage, c'est un processus vraiment qui est tout au long de la vie, voilà, qui se fait vraiment tout au long de la vie. J'ai repris cette citation de Stanislas Dehaene, qui est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie et qui dit que notre cerveau il possède dès la naissance un talent que les meilleurs logiciels d'intelligence artificielle ne parviennent pas encore à imiter, la faculté d'apprendre. Et c'est vraiment pour poser ce fait que apprendre, c'est au carrefour de plein de choses. À la fois, quand on parle de l'apprentissage, il y a une histoire autour des fonctions cognitives, mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui vont impacter aussi cet acte d'apprendre, les modalités pédagogiques et tout ce qui est facteur émotionnel et affectif. C'est pour ça que j'imagine en tout cas que dans le cadre de ce sommet, vous allez pouvoir avoir un tas d'éléments dans, je dirais, le carrefour de cette fleur-là des apprentissages. Et puis, si on regarde les apprentissages, et toujours du point de vue en tout cas de ce qu'a présenté Stanislas Dehaene,
Pour pouvoir apprendre, nous avons 4 piliers qui ont été identifiés au regard de tout ce que les neurosciences aujourd'hui nous apportent. Le fait que pour apprendre, j'ai besoin d'être en attention, de faire attention, c'est la première chose. J'ai besoin également d'être du côté d'un engagement actif, voilà, ce qui en sort de la passivité dans l'apprentissage. Donc, c'est important de pouvoir être dans une curiosité, dans un élan, dans le fait de se poser des questions, de prendre parti dans cet acte d'apprendre. Le fait qu'il est important de faire un retour sur les erreurs, et je dirais même au-delà de l'erreur, c'est dire que finalement, on fait tous des expériences et qu'à partir de ces expériences-là, ce qui va être intéressant, c'est justement qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on comprend, parce que ces erreurs ou ces expériences vont nous permettre d'apprendre, de grandir, d'être dans une démarche de développement. Et puis, un 4e pilier dans les apprentissages, c'est la consolidation. C'est le fait que finalement, on a besoin de répéter les choses, de refaire plusieurs fois. On n'a pas appris... Une fois qu'on a fait du vélo, on a besoin de pratiquer, puis au bout d'un moment, ça devient complètement ancré, automatique et présent. Donc, c'est vrai que je voulais juste reposer les piliers de l'apprentissage, parce que ça peut faire sens avec ce que je vais vous raconter tout à l'heure sur les réflexes. Alors, est-ce que l'apprentissage est un long fleuve, toujours tranquille? Alors, je dirais assez naturellement, pas toujours. En tout cas, ce qui est important à prendre en compte et à garder en tête, c'est que de toute façon, nous avons tous un fonctionnement cognitif qui est propre à chacun. Voilà, on a des manières c'est vrai que lorsqu'on dit apprendre de la même façon, au même moment, dans la même temporalité, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus juste. Nous avons en tout cas une interaction de plein de choses dans cet acte d'apprendre. Et d'ailleurs, il faut intégrer là-dedans que la vie, l'environnement, notre histoire, tout ça va impacter d'une certaine façon la façon d'apprendre. Et parfois, on peut rencontrer tout simplement des difficultés passagère. Je prends l'exemple d'un enfant qui, par exemple, déménage, change d'école, eh bien, il peut rencontrer des difficultés dans ses apprentissages, tout simplement parce qu'il est en train de vivre quelque chose dans sa vie qui le chamboule, qui ramène un peu de raffut et qui peut impacter temporairement quelque chose autour de ses apprentissages. Et de son développement. Et puis, on a tout le côté troubles neurodéveloppementaux, donc où là, on peut citer les troubles 10, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de la communication, du développement, etc. Où là, ce sont des choses qui sont présentes de manière permanente, mais qui n'empêche pas que l'on peut tout à fait grandir, apprendre pleinement, puisqu'on va apprendre plein de stratégies pour fonctionner. Donc tout ça pour rappeler qu'on peut avoir des difficultés, des troubles des apprentissages. Voilà, c'est important de le prendre en compte. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder au-delà de cela, qu'est-ce qui peut-être pourrait nous apporter une clé de lecture un petit peu différente. Je vous ai mis là la pyramide des apprentissages de William et Schellenberger qui montre, alors là, c'est représenté en pyramide, mais on pourrait très bien imaginer l'iceberg. Imaginez-vous par exemple un iceberg. Ici, en haut de l'iceberg, qu'est-ce qu'on voit? La partie apprentissage scolaire, activité de la vie quotidienne. Mon enfant sait faire ses lacets ou pas faire son lacet. Il sait quelle est sa droite, sa gauche, et donc il a une super coordination pour jouer au ballon, ou il a un comportement de telle ou telle façon, et en apprentissage scolaire, il fonctionne bien en maths, c'est plus difficile pour lui en grammaire. Bref, ça, c'est un peu le haut de l'iceberg, c'est des choses que l'on voit, et d'ailleurs, c'est sur ces choses-là d'ailleurs qu'on s'appuie la plupart du temps, qu'on évalue ce qui se passe, en tout cas, on fait focus sur ça. Ce qui va être intéressant, c'est que finalement, derrière tous ces comportements ou ces apprentissages que l'on voit, il y a plein d'autres choses qui se passent dans notre développement. Et donc, avant d'en arriver là, un enfant, il va développer donc tout son développement va être conditionné par son système nerveux central, par tous ses sens qui vont se développer, par tout ce qui est de l'ordre de sa motricité et donc de la conscience de son schéma corporel, de sa droite, de sa gauche, de la coordination de sa main et son œil.
Bref, on voit ô combien, en dessous de ce qu'on voit là, eh bien, il se passe plein de choses. Et souvent, donc tout ça pour dire qu'en fait, là aussi, ça permet de ramener le corps. Hein, Emeline, on parlait tout à l'heure là du mouvement. Ça permet de ramener tout de suite l'histoire qu'en fait, un corps organisé égale cerveau organisé. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Souvent, on voyait le fonctionnement, les apprentissages d'un point de vue complètement décorrélé, alors que le corps et le cerveau font corps. Et ce qui se passe, c'est que parfois, eh bien, si dans mon développement, j'ai pas pu, si certaines de ces briques là que vous voyez sur la pyramide n'ont pas pu correctement se développer pour maintes raisons, ou en tout cas se positionner pleinement, eh bien, c'est comme ce saut-là, il pourrait y avoir des petites fuites, des petits trous qui laissent passer des petites fuites. Et donc, par exemple, là, ici, si je verse des notions de mathématiques, ou d'ailleurs j'emmène mon enfant faire du soutien scolaire parce qu'il a du mal en maths, je ne dis pas que c'est pas bon de faire du soutien scolaire. La seule chose que je précise, c'est que parfois on peut se rendre compte que, tiens, malgré le soutien scolaire, les heures et les heures que l'on passe autour de cela, c'est toujours compliqué, ou ça reste compliqué. Et auquel cas, eh bien, on va aller s'intéresser à ce qui se passe ici en bas. Peut-être que tout simplement, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire comme il se devait, et donc je vais aller peut-être travailler un petit peu plus sur cet aspect-là, pour permettre qu'après, les apprentissages soient peut-être un peu plus fluides, plus simples. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, je travaille beaucoup avec les professionnels de la rééducation, hein, notamment les orthophonistes, les psychomotriciennes, qui d'ailleurs se forment parfois au réflexe archaïque, justement, parce qu'il y a des moments, au-delà de tout cet aspect un peu rééducation, eh bien, on sent bien qu'il y a des choses à aller travailler un peu plus en amont, un peu comme cet iceberg, on va aller regarder un petit peu plus en profondeur ce qu'il y a, pour que ce soit plus simple après pour la suite. Et donc là, nos réflexes primitifs, ce sont vraiment des fondations. Alors, c'est quoi un réflexe? Déjà, quand on parle de réflexe primitif, on parle déjà de réflexe. Il faut juste savoir qu'un réflexe, c'est une réaction qui est spontanée et involontaire. Lorsque j'éternue, c'est un réflexe. Nos clignements de yeux, c'est un réflexe. Si par exemple, je vais, et donc ça, on l'a tous vécu, le médecin qui donne un petit coup sur la rotule, hop, j'ai ma jambe qui se lève, c'est un réflexe. Donc c'est une réaction qui est complètement involontaire et spontanée. On n'y pense pas à ce moment-là, on se dit pas, tiens, si on me donne le coup, il va falloir que je lève ma jambe. Ça se fait naturellement. Eh bien, nos réflexes primitifs, ce sont aussi des réflexes. La seule différence, quand on dit primitif, c'est parce que ce sont des réflexes qui vont venir nous soutenir dès notre naissance. Et normalement, on dit autour de la première année, voire j'irais rajouter 2-3 ans. Parce qu'il y a des choses qui se font à des rythmes un petit peu différents. Les réflexes primitifs et tous les réflexes, ça se passe ici, là, je ne sais pas si on voit avec ma petite souris, le tronc cérébral, hein, cette petite partie de notre cerveau qui est là. Eh bien, c'est là où tout est commandé, je dirais, au niveau réflexe. Et le bébé, quand il vient au monde, en fait, il vient avec toute sa structure cérébrale. Son cerveau, il est, je dirais, au complet. Mais ce qui va être pleinement connecté normalement pour qu'il puisse fonctionner, survivre, avancer, se développer, c'est ce tronc cérébral, ce siège des réflexes. On voit qu'en fait, le bébé, pendant ses premiers temps, il va être, et c'est là où c'est hyper important le mouvement, on voit que c'est parce qu'il va être en mouvement qu'il va continuer. Donc là, on voit les étapes du mouvement. Au début, le bébé est sur le dos, et puis il va passer sur le ventre, et puis il va arriver à ramper, et puis il va commencer à se mettre à 4 pattes, et puis il va se mettre debout. Toutes ces étapes de développement lui permettent de développer aussi son cerveau, et donc ses connexions neuronales. Et on voit la petite image là, comme quoi, là c'est à la naissance, les connexions neuronales, et hop, à 2 ans. Donc, le mouvement, là, on voit en quoi il va être précieux pour continuer à, je dirais, créer du lien dans l'ensemble de cette structure cérébrale.
Et donc, ce qui va être hyper important, c'est que nos réflexes primitifs, eux, ils vont venir soutenir ce développement. C'est grâce à ces réflexes que le bébé va parvenir, dès qu'il a une stimulation, il va faire une réaction complètement involontaire et c'est grâce à ça qu'il va commencer qu'il va en tout cas booster, je dirais, sa motricité et donc être en mesure de ramper, de faire du quatre pattes. Donc ces réflexes-là, ils vont être précieux à la fois pour notre protection et notre survie. Là, on peut prendre l'exemple classique, c'est qu'un bébé, lorsqu'il va naître, il va être capable de téter. Si vous stimulez le haut du palais d'un bébé, tout de suite, il va avoir son réflexe de succion qui va se mettre en route. Et donc ça va lui permettre de s'alimenter. Donc c'est vraiment un rôle de protection. Ça permet donc des connexions neuronales, ça permet de travailler aussi sur toute l'intégration neurosensorielle, le développement moteur et le développement psycho-affectif. Parce que ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, tout ça est complètement en interrelation. Qu'est-ce que tu appelles intégration neurosensorielle exactement? Juste pour définir. Alors, l'intégration neurosensorielle, c'est nous avons tous, on capte tous un tas de choses par nos sens. Et donc, toutes les informations nous viennent par notre sens. Et donc, ça, c'est super parce que ça nous donne de l'information et ça donne l'information au cerveau pour pouvoir réagir. Mais l'intégration neurosensorielle, c'est quand on passe de quelque chose qui est alors je vais essayer de le dire simplement, très réactif à quelque chose d'un peu plus modulé. En fait, donc, ce qui pose la question pour des personnes qui ont des hypersensibilités, des hyperesthésies, on voit au combien, en fait, quand je reçois les informations de manière trop forte et qu'elles ne sont pas suffisamment modulées, au combien ça peut m'apporter certains tracas, difficultés. Et là, en fait, ça permet d'aller travailler à cette maturation neurosensorielle pour sentir les choses, ressentir les choses telles que je dois, parce qu'on a besoin de ressentir les choses et ne pas être forcément entre le hypo de je ressens rien ou le hyper, voilà, c'est d'aller travailler un peu cette modulation. D'accord, ok, merci. À chaque réflexe, il y a un cycle. On a environ 70 réflexes qui, eux, ont tous un cycle. Maintenant, là, je vais vous parler de réflexes de manière séparée pour comprendre quel rôle ils ont, mais en vrai, ils sont tous en interconnexion à chaque fois. Je veux dire, s'il y a un réflexe qui ne se développe pas correctement, ça peut avoir une incidence sur le suivant, etc., etc. Donc, mais ils ont tous un cycle. Et le cycle, eh bien, globalement, il suit un peu ce schéma-là. Normalement, il y a plusieurs réflexes qui vont émerger pendant la période intra-utérine, donc pendant la grossesse. Pendant cette période-là, le réflexe va ensuite maturer, c'est-à-dire qu'il va être pleinement présent et jouer son rôle. C'est pour ça que là, on voit souvent, ça se passe au moment de la naissance, puisque pendant l'accouchement, c'est grâce d'ailleurs à ces réflexes primitifs que la naissance par voie basse, cette chorégraphie de naissance se met en place. Le bébé, il va ressentir dans le ventre de la maman des contractions et grâce à ces contractions, eh bien, ça va éveiller certains réflexes et ce qui va lui permettre de s'engager dans le canal utérin, de naître, de sortir, même de se retourner. Et c'est ces réflexes qui nous permettent aussi de nous retourner dans le ventre de la maman. Donc, on voit au combien, en fait, on a un programme moteur incroyable, très naturel, qui se met en place pour tout humain que nous sommes. Et donc, quand on va à la naissance, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexes qui, à ce moment-là, sont pleinement stimulés, maturés, et donc qui vont progressivement après, une fois qu'on en a en gros plus besoin, s'intégrer. Ça veut dire en gros qu'ils vont aller se ranger dans le petit tronc cérébral que je vous montrais tout à l'heure au niveau du cerveau, un peu à l'arrière. Et normalement, quand on dit qu'ils vont s'intégrer, c'est en fait, ils vont laisser place à des mouvements volontaires. Ils vont laisser place à des mouvements volontaires. Je prends l'exemple qui parle quasiment à tout le monde. Lorsque vous approchez le doigt d'un bébé proche de la main, il y a une stimulation, hop, il va vous agripper le doigt. Le bébé, à ce moment-là, c'est complètement involontaire et spontané. Et puis, petit à petit, il va commencer à prendre des objets. Vous savez, cette période-là qui, pour les
parent est parfois un peu fastidieuse, ils prennent les objets, ils les jettent, ils les prennent, ils les jettent. En fait, à ce moment-là, le bébé, là, est dans son cerveau, il y a une compréhension de « Ah, tiens, je peux prendre l'objet, je peux le relâcher. » Et donc, ce mouvement, il commence d'agrément, il commence à devenir, à laisser place à un mouvement conscient. Je fais le choix de. Et après, il va être aussi conscient au moment, notamment de moments précieux qui sont ces étapes d'écriture, puisqu'on a besoin d'un agrippement suffisamment mature pour pouvoir après écrire. Donc, en fait, ça va suivre cette lignée-là, normalement. Et il va aller se ranger là, c'est-à-dire qu'il est censé laisser place à des mouvements volontaires, sauf qu'en cas de stress, en cas de danger, notre cerveau, il nous protège. Je rappelle, vraiment, le tronc cérébral, c'est vraiment de la protection de la survie. S'il y a besoin, ce réflexe-là, il va ressortir de manière spontanée, involontaire. Je prends l'exemple souvent d'une personne qui va escalader. Si moi, demain, je décide d'aller faire de l'escalade, si à un moment donné, je risque de tomber, spontanément, j'ai pas besoin de me dire « Oh, déploie ta main, tes doigts », voilà, je n'y pense pas. Mon cerveau, tac, va m'inviter à aller m'agripper normalement. Donc, on voit qu'il va sortir à ce moment-là, mais sinon, il est censé aller se ranger dans ce petit placard. Sauf que ça se passe pas toujours comme ça. Il y en a parfois, dans certaines situations, malheureusement, il y a des réflexes, je l'ai pas mis là, mais qui ne se stimulent pas et donc qui ne se développent pas tels qu'ils devraient. Là, généralement, on est dans des cas un peu plus complexes d'enfants qui ont des troubles, vraiment des pathologies assez lourdes. Donc ça, c'est encore un autre cas. Mais sinon, on peut avoir tout simplement en fait des réflexes qui vont, au lieu d'aller s'intégrer, rester actifs. Ça veut dire qu'ils vont rester là et nous parasiter en permanence. C'est-à-dire que dès que je vais avoir une stimulation, hop, si par exemple mon réflexe d'agrippement, là, il était actif, eh bien, dès qu'on passe la main là, hop, j'aurais envie d'aller agripper. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois en accompagnement, quand j'accompagne des enfants et des adultes aussi. Lorsque le réflexe d'agrippement est là, eh bien, l'enfant, on lui passe la main et hop, il a envie. D'ailleurs, il le dit. Alors, des fois, il montre carrément, il se ferme, il y a le poing fermé. D'ailleurs, il y en a certains qui vont avoir régulièrement les poings fermés. Et sinon, voilà, ils vont commencer à avoir une petite réaction comme ça avec cette envie d'agripper. Ils me disent des fois, j'ai envie d'agripper le stylo. Donc, on voit là, à ce moment-là, qu'en fait, ce réflexe, il reste actif. Et ce qui se passe, c'est qu'en restant actif, eh bien, c'est là où il va aller nous poser quelques soucis. On va aller voir lesquels. Mais avant tout, peut-être répondre à cette première question qui peut se poser là, c'est de dire, en fait, c'est quoi? Pourquoi il y a des réflexes qui restent actifs? Et pour ça, il y a 3 grandes raisons, entre guillemets. Et alors, je vais dire les 3 grandes raisons, mais vraiment, je prends le soin juste de dire là, 0 culpabilité en tant que parent, parce que là, ce que je peux dire, forcément, lorsqu'on est parent, on peut se dire, mince, on aimerait que tout soit lisse, tout soit parfait, tout se passe bien, on pourrait être dans ce cadre-là, et que on n'a pas maîtrise de tout ce qui se passe, et on a encore moins maîtrise de ce qui se passe pendant ces périodes de grossesse et de naissance. Donc voilà, tout n'est pas sous le contrôle et donc c'est important juste de le rappeler avant que je vous en dise un peu plus. La première raison qui peut impacter le fait de laisser des réflexes actifs, c'est cette période intra-utérine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de stress pendant la grossesse? Alors même s'il y a une part de stress qui, je dirais, est complètement tout à fait légitime, mais parfois il y a des situations de stress beaucoup plus importantes, parfois il y a aussi des situations de deuil pendant les périodes de grossesse, peut-être aussi tout ce qui est lié aux toxicités, est-ce que l'alimentation de la maman, la prise d'alcool, tout cela peut impacter le bon déroulement de ce programme moteur que sont nos réflexes. Ça peut être aussi si la maman a été alitée pendant la période. Donc, pour menace d'accouchement prématuré, on demande à la maman, et c'est complètement normal et c'est prioritaire, de pouvoir d'être alitée.
Mais il faut savoir qu'en fait, quand la maman porte son bébé dans le ventre, elle le berce. Quand elle marche, quand elle bouge, la maman berce finalement le bébé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par le mouvement qu'il y a plein de choses qui se passent, notamment en termes de connexion et de stimulation. Ça vient stimuler et donc forcément, ça aide au développement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie accouchement et naissance. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de réflexes qui vont être stimulés normalement pendant la période, qui devraient être stimulés pendant la période d'accouchement, pendant l'accouchement. S'il y a eu des accouchements qui n'ont pas pu se faire par voie basse et donc par césarienne, s'il y a eu l'utilisation de forceps, de ventouses, s'il y a eu, alors la péridurale aussi, on sait que ça peut en fonction des dosages aussi impacter. S'il y a eu des accouchements trop longs ou trop rapides, ça aussi, ça peut avoir un impact. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la naissance. Est-ce que le bébé, pour soin, a dû être séparé de la maman au moment de la naissance? Et puis, en fait, voilà, parfois, il y a des naissances qui font qu'il y a des priorités, il y a des choses à prendre en compte immédiatement pour la santé du bébé. Et donc, voilà, c'est des choses qui peuvent ramener aussi du stress, je dirais, autour de la naissance qui va aussi avoir un impact. Et puis, il y a une autre étape importante, c'est vraiment la première année de vie, les premières années, on va dire de 1 à 3, hein, même si je disais tout à l'heure que ça se situe souvent dans la première année. Est-ce que le bébé a été trop mis sur un transat ou est-ce qu'il a utilisé, on l'a mis sur des systèmes de trotteurs? Est-ce que, voilà, en fait, est-ce que le bébé finalement n'a pas pu avoir d'espace suffisant pour pouvoir aller explorer sa motricité? C'est vrai qu'on a tendance, et c'est complètement normal, à dire que le bébé doit dormir sur le dos. Donc ça, ce sont des règles qui sont extrêmement claires aujourd'hui, hein. Mais dormir sur le dos, ça ne veut pas dire rester tout le temps sur le dos. C'est-à-dire qu'un bébé, le mettre sur le ventre, c'est lui permettre d'aller explorer aussi toute cette motricité. Donc c'est vrai que s'il y a eu l'opportunité d'avoir un espace pour pouvoir aller explorer cette motricité-là et avoir ces stimulations et continuer à développer cela, pouvoir après ramper, pouvoir faire du 4 pattes, même si certains n'ont pas fait du 4 pattes, et ça aussi, ça peut avoir en effet un impact. Eh bien, voilà, ça, c'est des choses qui vont conditionner. Là aussi, si un enfant très tôt, et c'est pour ça qu'on dit pas d'écran avant 3 ans, c'est aussi pour permettre de ne pas être happé dans autre chose qui ne permet pas d'être dans ce mouvement. Donc tout ça, ça peut aussi impacter. Et puis bien évidemment, tout ce qui va être stress, maladie, voilà, toutes ces choses qui peuvent arriver aussi et qui pourraient impacter. Maintenant, là où je veux juste rassurer aussi, c'est pas parce qu'un enfant est né par césarienne que forcément il va avoir des difficultés d'apprentissage, d'accord? Je veux vraiment pas résumer cela à ça. On ouvre là des pistes pour comprendre certaines choses, mais en aucun cas ça vient enfermer un enfant ou une situation en tout cas c'est vraiment pas mes propos. C'est vraiment de se dire on ouvre des pistes, mais on peut très bien être né par césarienne et puis avoir aucun réflexe. À mon sens, nous avons tous des réflexes qui ne sont pas intégrés. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'en avait pas. Après, on apprend à compenser. Et puis, ça ne veut pas dire que systématiquement, on a besoin de passer par cette approche ou qu'on a forcément des difficultés associées. Voilà, donc c'est juste cette petite précaution. Alors, si un réflexe reste actif et n'est pas intégré, eh bien, ça peut, comme je disais tout à l'heure, causer un parasitage qui va se manifester notamment sous stress ou en situation d'apprentissage. On peut avoir un même réflexe, hein, on parlait tout à l'heure de l'agrippement par exemple, un même réflexe peut avoir des impacts sur la sphère cognitive, donc ça veut dire tout ce qui est de l'ordre des apprentissages et du raisonnement, et c'est pour ça qu'on peut retrouver là dans tout ce qui est… alors, là, je marque trouble 10, TDAH, mais ça peut être aussi tout simplement des difficultés pour lire, des difficultés pour écrire, sans être forcément sur quelque chose de diagnostiqué comme trouble. Des manques de concentration, des difficultés de mémorisation.
Ça peut être tout ce qui est lié à la sphère émotionnelle, estime de soi et gestion du stress. En fait, nous avons nos premiers réflexes. Ces réflexes, on a 2 réflexes notamment qui vont, dès la période intra-utérine, conditionner beaucoup de choses sur notre rapport à notre façon d'accueillir, de vivre le stress. Et donc là d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, il y a j'ai fait une petite conférence sur le sujet de la haute sensibilité, le lien avec notamment les réflexes primitifs et qui est complètement accessible voilà, sur l'Observatoire de la sensibilité, sur la chaîne de l'Observatoire de la sensibilité. Voilà, si vous avez envie d'aller investiguer un petit peu cela. Et puis donc on peut retrouver là des manifestations émotionnelles des enfants qui vont être très impulsifs, très susceptibles ou à contrario être dans une grande timidité. On peut avoir aussi tout ce qui va être manifestation de l'anxiété, des phobies, voire même hein, dans tout ce qui va être communication. Hein, parfois on arrive même à tout ce qui est autour du mutisme. Voilà, tout ce qui va être de l'hyper-émotivité, on peut retrouver des choses autour de réflexes qui ne seraient pas intégrés ou qui n'auraient pas suffisamment maturé. Et puis la sphère corporelle avec la motricité et la posture, donc tout ce qui est manque de coordination, tout ce qui est douleur aussi, les maux de dos, hein, les personnes qui ont tout le temps mal au niveau des lombaires ou à certaines dans d'autres parties du dos, les troubles de l'équilibre, tout ce qui va être les hyperesthésies, donc ces sens complètement en alerte, en éveil, mais limite, dès qu'on touche, ça peut être douloureux, ou des difficultés avec tout ce qui est les lumières, la luminosité, qui peut être une vraie gêne. Et puis, vous pouvez avoir plein d'autres choses, hein, des difficultés, par exemple, l'énérésie est une situation, une problématique que l'on peut regarder aussi sous le prisme des réflexes primitifs. Et puis tout ce qui est entorse à répétition, allergie, infection ORL à répétition. Donc on voit en fait que limite, on pourrait dire, on peut regarder plein de situations, quasiment toutes les situations, sous le prisme des réflexes. Ça ne veut pas dire que c'est la baguette magique à tout, c'est pas mes propos, mais ceci dit, c'est vrai qu'on peut comprendre plein de choses par ce biais-là. Et ce que je vous propose en fait là, c'est de découvrir éventuellement 2 réflexes. C'est juste pour comprendre un peu le principe des réflexes, de vous présenter 2 réflexes que l'on retrouve quasiment systématiquement, en tout cas, ou régulièrement. Allez, on ne va pas dire vraiment tout le temps à 100%, mais quand même qu'on retrouve régulièrement auprès d'enfants qui ont des difficultés au niveau des apprentissages. On a un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, le RTAC. Je vous ai mis cette petite image. En gros, c'est lorsque le bébé, on l'appelle aussi la position de l'escrimeur, lorsque le bébé reçoit une stimulation, par exemple, là vous avez un bébé, on va imaginer que sa maman l'appelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a une stimulation, sa maman l'appelle, il va tourner la tête. Au moment où il va tourner la tête, directement, ses bras et sa jambe du côté opposé vont se fléchir et le bras et la jambe vont se tendre. Ça va se faire automatiquement. Si par exemple quelqu'un d'autre m'appelle de l'autre côté, hop, le bébé va tourner la tête et c'est l'autre côté qui va se mettre de cette façon-là. Ce qu'on appelle, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un schéma moteur complètement inconscient qui se met en place et donc c'est ce réflexe tonique asymétrique du cou. Ce réflexe tonique asymétrique du cou, il est hyper précieux parce que c'est celui qui va permettre d'ailleurs au bébé, hein, il va commencer après avec son agrippement à aller attraper les objets. Et donc là, il va aller développer notamment toute sa coordination main-œil. C'est un réflexe qui va avoir beaucoup d'impact après sur l'acte d'apprendre. Et donc, quand il n'est pas correctement intégré, peut-être qu'au niveau corporel, vous reconnaîtrez certaines choses, hein, là, des difficultés de coordination pour écrire, pour s'habiller, pour se coiffer. On le retrouve aussi présent parfois lorsque vous avez par exemple votre enfant qui au lieu, ou même soi-même hein, en tant qu'adulte, au lieu d'avoir le cahier assez droit, eh bien, va avoir tendance à le mettre de cette façon-là. Parce que comme ça, l'enfant va lire de cette façon-là et ça veut dire qu'il ne va pas passer sa ligne médiane. Parce que le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou, il nous permet d'apprendre à passer notre ligne médiane.
Et grâce à cette ligne médiane, c'est ça qui nous permet de lire. Quand on fait de la lecture, on est obligé de passer cette ligne médiane, normalement. Et donc le RTSC, là, on voit bien le lien, par exemple, avec la lecture. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a appris, donc là, c'est là où nous sommes merveilleux, c'est que nous avons appris à compenser. C'est-à-dire que, tiens, si là, j'y arrive pas, hop, je fais comme ça, et là, j'y arrive un peu mieux. Donc, l'humain apprend à compenser. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas parce qu'il n'est pas complètement intégré qu'on peut pas continuer à fonctionner, à vivre, et même à vivre plutôt bien. C'est juste que, eh bien quand même, ça met une énergie un peu différente dans le corps et donc ça demande encore plus d'énergie. Quand on compense, finalement, on est obligé de solliciter une énergie importante. Et donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un peu comme ce caillou dans la chaussure. Je peux marcher avec un caillou dans la chaussure et je peux marcher toute ma vie avec un caillou dans la chaussure, mais par contre, parce que d'ailleurs, je peux même penser que ce caillou dans la chaussure, il a toujours été là, donc forcément, on apprend à vivre avec. Mais par contre, quand on le retire, on se dit « Ah oui, ça peut fonctionner autrement ». Donc, je reviens donc au niveau corporel sur les RTAC. On peut manquer d'équilibre, avoir des difficultés pour s'orienter, des maladresses, tout ce qui va être la difficulté à marcher d'un pas tranquille, la difficulté à marcher droit. C'est pour ça que parfois, vous avez des personnes qui marchent à côté de vous et qui sont en train de vous pousser sur le côté, parce qu'en fait, dès qu'elle vous parle, elle tourne. Donc, en fait, il y a son réflexe qui est actif. Donc, si je tourne ma tête là, hop, je pars comme ça. Et puis, tout ce qui va être lié aussi à la fatigue des yeux, c'est des choses qu'on peut retrouver. La difficulté à faire des lacets, la difficulté à faire du vélo. Pour certains, l'apprentissage du vélo est parfois un peu compliqué. Donc, ça peut être aussi parce qu'il y a un RTAC qui est actif. Moi, j'ai travaillé déjà avec des enfants qui… donc, on part toujours d'un objectif et son objectif, notamment un dernier que j'avais eu, son objectif, c'était d'apprendre à faire du vélo. Eh bien, on est allé travailler notamment son RTAC, pas que, mais on est allé travailler à partir de ça. Et puis, donc, on a des postures un peu parfois compliquées, les enfants qui se mettent comme ça. C'est pas qu'ils sont, tu vas te faire, enfin, parfois, on y colle plein de choses en disant, ta tête est trop lourde, etc. Mais en fait, c'est aussi une manière de compenser parce que sinon, ça génère énormément d'énergie. Et puis, si on va regarder nous en tant qu'adultes, si nous nous regardons nous en tant qu'adultes en train de conduire, c'est très intéressant aussi à voir. Vous savez, quand on met le coude sur la fenêtre, en fait, on est un peu en RTAC, ou quand on est en train de conduire, normalement, on devrait prendre le volant avec nos deux mains à 10h10. Et puis, parfois, enfin, je me reconnais là-dedans aussi, mais parfois, on va mettre la main sur le levier de vitesse et l'autre. En fait, on est en posture RTAC à ce moment-là. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce qui me paraît intéressant là, juste sûrement de souligner, c'est qu'au niveau observation, au niveau corporel, on peut voir plein de choses. Et puis au niveau émotionnel, quand un RTAC n'est pas bien intégré, on peut avoir des difficultés de mémorisation, des difficultés pour restituer des informations apprises, pour réciter des poésies, pour se concentrer, et l'apprentissage de la lecture peut être difficile. Il y a une étude qui avait été menée, alors il y en a quelques-unes qui sont faites. Là, c'était une étude qui avait été menée auprès de 54 enfants qui avaient tous été diagnostiqués avec une dyslexie. Et ils se sont aperçus dans cette étude qu'il y avait des dysfonctions au niveau de la motricité et qu'il y avait également tout ce qui était lié aux problèmes visuels. Et ils sont allés regarder un petit peu ce qui se passait en termes de réflexes. Les 100%, en tout cas des enfants, donc ça reste une étude avec 54 enfants, mais parmi les 54 enfants, 100% des enfants avaient un réflexe tonique asymétrique du cou actif, qui n'avait pas suffisamment intégré, ainsi qu'un réflexe tonique labyrinthique, un RTL, qu'on ne verra pas forcément, mais en tout cas qui est aussi très en lien avec les apprentissages. Voilà, et le RTSC qu'on va aller voir maintenant, qui lui aussi était qu'on identifie en retard, je dirais, dans son développement. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire, ce que je précise là aussi, c'est pas de dire, tiens, dans ce cas-là, il y a plus de… Limite, on pourrait d'avoir des enfants qui n'ont plus de troubles de la dyslexie, etc. Ça, c'est pas mes propos. Bien évidemment, en plus, il y a plein de recherches qui continuent sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qui est de la part génétique ou pas. En tout cas, d'un point de vue réflexe, on voit
que surtout dans le cadre des troubles de la dyslexie, en fait, on voit qu'en travaillant sur le schéma sensorimoteur, donc là, le RTSC notamment, on peut améliorer beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas, on peut améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître le trouble. Je vraiment grosse précaution là dans mes propos, hein, que je tiens à préciser. Ensuite, je vais vous en présenter juste un deuxième parce que lui aussi on le retrouve. C'est un réflexe qui finalement n'est pas un réflexe primitif de la même façon que le RTSC. C'est un réflexe qu'on dit transitionnel. Il va nous aider d'ailleurs à passer aux quatre pattes. Vous avez peut-être déjà remarqué le bébé lorsque il a une stimulation, il va regarder devant lui et hop, il va aller s'asseoir sur ses talons. S'il baisse la tête, donc il a une autre forme de stimulation, hop, c'est ses fessiers qui vont monter de l'avant, comme là et là. Ce réflexe, il va avoir un vrai rôle au niveau de nos apprentissages en tout cas, et surtout de la conscience corporelle du haut et du bas du corps. Hein. Autant le RTAC, on commence à comprendre, ah tiens, j'ai une droite, j'ai une gauche. Et quand d'ailleurs on va faire du quatre pattes, on va apprendre, le cerveau, ici on a le corps calleux, il va apprendre à travailler, enfin à se muscler, et nos deux hémisphères vont se mettre à travailler ensemble. Et on va commencer à comprendre, ah tiens, j'ai un côté droit, un côté gauche, et donc ça va apprendre à mettre toutes les bases nécessaires de notre coordination. Là, sur le RTSC, vous pouvez avoir remarqué un RTSC présent. Alors d'ailleurs, quand vous avez des enfants qui s'assoient en W, ça c'est souvent une indication de RTSC qui est actif. Quand votre enfant s'assoit en W. Quand le bébé se déplaçait ou se déplace sur les fesses ou avec une jambe et un bras, des fois vous avez des enfants qui ont fait des déplacements un peu particuliers. Pas le quatre pattes, mais des choses un petit peu comme ça étonnantes. Lorsque le bébé n'a pas fait de quatre pattes, lorsqu'il y a des difficultés à faire des roulades, de la balançoire, des pompes ou de grimper, lorsqu'il y a un faible tonus dans les bras et dans le haut du corps, lorsque l'enfant enroule ou le jeune enroule ses jambes autour de la chaise, lorsqu'il y a une lenteur en recopiant, lorsqu'il peut y avoir aussi une présence qui fait penser au RTSC, c'est le fort appui sur le stylo lors de l'écriture, tout ce qui est maladresse, ou ces enfants qui ne mangent pas proprement. Alors, on va dire, mais mange proprement ton yaourt ou autre, et qui ont du mal du coup à manger proprement, ils s'en mettent tout le temps partout, et même quand ils sont un peu plus grands. Voilà, donc on peut retrouver cette présence de RTSC. Là, je vous ai mis une petite image aussi d'une posture d'adaptation RTSC. Je vous disais tout à l'heure, on apprend à compenser. Hop, là, quand je vois une posture comme ça, avec une jambe sous la fesse, bon, ça vient rappeler ce schème moteur. Et puis, quand on a aussi des difficultés à nager, l'apprentissage de la nage ou la difficulté vraiment à nager peut être associé à ce RTSC qui est encore actif. Ou quand on a du mal à attraper des ballons. Ça aussi, chez les enfants, les plus petits, vous pouvez le remarquer aussi. On peut remarquer au niveau émotionnel des difficultés là aussi d'attention et de concentration, de compréhension de ce qui est lu, les difficultés de mémorisation et parfois ces enfants qu'on dit qui sont toujours agités, qui ont la bougeotte. Voilà, ça peut être aussi en lien avec ce réflexe, il y en a d'autres, mais ça peut être aussi en lien avec cela. C'était pour vous donner une classe de situation assez large de ce qu'on peut rencontrer, notamment dans une classe, s'il y a des enseignants parmi vous. Voilà, il y a des choses qu'on peut retrouver, notamment dans le cadre des postures lorsqu'on est assis en classe. Et donc, d'ailleurs, on peut aussi en classe retrouver des enfants qui font pas mal de fautes ou à la maison, de fautes d'orthographe, mais pas parce qu'ils ne connaissent pas le mot. D'ailleurs, si vous leur demandez, ils sont capables de vous épeler et ils savent très bien l'écrire. Sauf que lorsqu'ils doivent regarder au tableau, ils sont comme ça, en fait. Imaginez-vous, en réalité, je regarde au tableau. Du coup, si j'ai mon RTSC actif, mon corps, il a envie de faire ça, en gros. Ça veut dire que mon tronc cérébral, là, ma partie, la
finalement gérer cette perturbation-là, ce parasitage que j'ai dans mon corps. Et donc, ça fait qu'au moment où je vais réécrire, en gros, je fais des erreurs, des fautes d'orthographe. Lorsque il y a parfois, on peut voir tout de suite une petite astuce, c'est qu'au lieu d'avoir à recopier ce qui est marqué au tableau, vous mettez une feuille juste à côté de l'enfant pour qu'il recopie ses mots. Et parfois, on voit, si c'est ce cas-là, on voit que rien que ça aide déjà à ne plus réaliser autant de fautes et d'erreurs. Voilà, donc c'est une toute petite astuce comme ça, mais qu'on peut toujours voir et qui ramène du confort et qui évite aussi, parce qu'en fait, ce qui va être compliqué, c'est pas tant ce qui nous arrive, c'est souvent toutes ces étiquettes, tous ces jugements, toutes ces choses qui viennent faire que un enfant, par exemple, qui fait tout le temps tomber des objets, on va lui dire t'es le maladroit. Et alors en plus, s'il vient dans une famille où le grand-père était maladroit, la grand-mère là, où ça devient même une histoire familiale, tout ça, on va lui dire finalement oui, mais il est maladroit. Et ça devient quelque chose limite d'institué. Et l'enfant, même lui, ça s'approprie cela. Et parfois, ça peut être alors vécu comme ça de manière légère, mais parfois, ça l'est vécu un peu moins et ça vient aller toucher l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est plus ça, finalement, qui est parfois difficile je dirais, on retricote encore à partir de là, de cette estime et confiance en soi qui a été touchée. Et puis après, on peut amener, je vois en accompagnement, ô combien, parfois c'est sur ça qu'on va travailler en premier, avant d'aller, où on va travailler par le biais des réflexes et justement, il y a du mieux, on se sent plus en confiance et donc on récupère quelque chose de cette estime et de cette confiance en soi. Mais tout ça pour dire que quand on dit à un enfant qu'il est maladroit, c'est sûr que si à chaque fois qu'il tourne la tête, qu'il est stimulé, il y a son corps qui a envie de faire ça, pouf, qu'est-ce qui se passe? Je fais tomber les choses. Si mon agrippement il n'est pas suffisamment mature, à chaque fois que je prends un verre dans la main, le risque c'est que si mon agrippement n'est pas suffisamment mature, je fais tomber mon verre. Et donc ça peut être des choses qui parasitent même des adultes. Moi, j'accompagne aussi en réflexe et on voit que parfois des années et des années, on vit avec cela. Et donc, ce qui va être important, c'est d'y agir juste lorsque on a un besoin et un objectif. Juste pour vous dire qu'il y a bien d'autres réflexes que je ne vous présenterai pas là, mais pour que vous ayez une petite idée. Il y a des réflexes au niveau de notre dos, donc on appelle le réflexe spinal de Galant, par exemple, qui va avoir un rôle important, notamment aussi sur ce qu'on évoquait tout à l'heure de bougeotte, de besoin d'être en mouvement. C'est sûr que si je suis stimulée dans ce côté-là, j'ai juste envie de bouger et donc voilà, ça peut expliquer parfois cela. Il y a le réflexe de Pérez, pareil, qui est un réflexe au niveau de notre dos et ce qui fait que parfois pour certains, c'est très difficile de se concentrer en classe. Si par exemple, ils ont quelqu'un derrière eux ou une porte derrière eux, ils ne peuvent pas se concentrer parce qu'en fait, ils ont ce besoin régulier d'aller vérifier que tout est OK. C'est la stimulation, c'est le monde, la porte, etc. Donc, du coup, il va y avoir un peu cet effet où il est toujours... il n'arrive pas à se concentrer, à porter son attention. Et donc, par exemple, ces élèves-là, ces enfants, souvent, on se dirait, comme il n'est pas concentré, je vais le mettre devant. Et bien là, ce serait peut-être de tenter l'inverse, c'est-à-dire, je le mets derrière, il n'a personne derrière, il n'est pas derrière une porte, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, certains, moi, dans mes accompagnements, des fois, on teste des choses comme ça, et ils reviennent, et ils évoquent que c'est plus facile pour eux de se concentrer. Et d'ailleurs, il y a des choses qui peuvent se remarquer en mieux en classe. Donc, voilà, c'est aussi d'ouvrir ces pistes-là. On a aussi les agrippements palmaires, donc je vous en ai parlé de l'agrippement palmaire, l'agrippement plantaire, la même chose au niveau de nos pieds, le réflexe de Babkin, qui est aussi un réflexe au niveau de notre main et qui est en lien aussi avec tout ce qui est de l'ordre de la sphère de l'oralité, de l'attachement, du langage, de la communication. Nous avons le réflexe de Landau, qui est un réflexe qui va aussi avoir un rôle sur le fait que lorsqu'il y a des difficultés de motivation ou de curiosité, etc., ça peut être lié aussi à ce réflexe de Landau. Le réflexe tonique labyrinthique du cou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le RTL, qui va être précieux pour la notion d'équilibre, et c'est dans l'équilibre aussi qu'on
qu'il se passe énormément de choses dans nos apprentissages, dans tout ce qui va être après lecture, écriture et concentration, mémorisation et tout cela. Et le réflexe de paralysie par la peur et de Moro, dont je vous disais tout à l'heure, donc je ne les ai pas cités, mais ces deux réflexes qui sont plutôt en lien dans notre façon d'accueillir et d'apprivoiser notre stress. Et je le mets là parce que dans les apprentissages, il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas de difficultés spécifiques par rapport à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou d'autres choses purement scolaires, mais qui en revanche vont être confrontés à une telle anxiété, stress, peur que finalement ça va avoir aussi un impact dans leur vie scolaire, ou la vie, en tout cas leurs apprentissages et leurs relations. Et donc c'est aussi précieux d'accompagner cela pour pouvoir être du côté des apprentissages de manière la plus sécure, confiante possible. Et donc, bien évidemment, l'idée étant de se dire, tout ne se joue pas avant 3 ans, bien évidemment. Donc, si je vous parle des réflexes, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles tout au long de la vie. Il faut juste reposer cette information qui aujourd'hui est vraiment validée par les neurosciences, à savoir que nous avons une belle plasticité cérébrale. Ça veut dire que nous sommes en permanence dans la création de nouvelles connexions neuronales et que nous pouvons nous développer et apprendre tout au long de la vie. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent encore continuer de s'approfondir, surtout qu'on sait que la maturité globalement notre cerveau arrive autour de 25 ans, 21-25 ans, on va dire. Même, il y a des études qui montrent que la globalité, c'est autour de la quarantaine. Donc, nous avons le temps, en tout cas, de ne pas mettre de pression là aussi aux enfants et aux jeunes. Chaque chose prend du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons continuer d'apprendre et nous développer en permanence. Ce qui veut dire que l'on peut travailler autour de l'intégration de ces réflexes. La première chose, c'est qu'on peut en prévention, bien déjà, tenir compte de ces éléments-là. J'aime bien permettre aux parents en fait d'accéder à ces informations, parce que souvent il y a des parents qui disent mais pourquoi on n'a pas été au courant avant, pourquoi on ne le savait pas? Et moi la première en tant que maman, parce que c'est vrai que ces informations elles permettent en tout cas de voir ô combien ça va quand on nous parle de portage, lorsqu'on parle de l'importance de prendre le bébé, de le bercer, lorsque le pédiatre vous dit est-ce qu'il fait du 4 pattes ou elle fait du 4 pattes, parfois on peut se dire pourquoi on me pose cette question en fait, mais que je ne comprends pas le sens de cela. Eh bien toutes ces informations déjà peuvent être des informations qui viennent guider le parent, non pas pour qu'il devienne, l'idée n'est pas d'aller d'un autre côté où on voudrait après maîtriser tout, bien évidemment, mais ça nous permet de faire des choix éducatifs aussi qui vont peut-être être plus ajustés. Donc pour le bébé, c'est hyper important aussi tout ce là je sais pas trop le sujet, mais vraiment tout ce qui va être de l'ordre du développement émotionnel et affectif, c'est juste aussi des étapes précieuses, notamment d'un point de vue réflexe archaïque. Et puis la deuxième chose, c'est que de laisser les enfants, de pouvoir aussi permettre aux enfants de continuer assez naturellement à vivre leur motricité, donc à favoriser le jeu libre, à favoriser le mouvement, je dirais, mettre un cadre peut-être autour de tout ce qui peut être sans aucune culpabilité là aussi, parce qu'on vit avec les écrans, mais de quelle manière on laisse suffisamment de place à autre chose qu'à cela, pour que les enfants puissent en tout cas être dans cette motricité-là. C'est très intéressant de voir ô combien les enfants assez naturellement font des choix. Moi, des fois, il y a des enfants qui viennent en accompagnement et j'oriente sur certains mouvements à faire et les parents qui me disent « Oh, mais c'est drôle, il fait ça avant de s'endormir, il fait exactement le même mouvement. »
Et donc, je suis toujours interpellée par l'intelligence corporelle qui se met en place assez naturellement. Donc, vraiment aussi être en lien, je dirais, apprendre dès qu'ils sont petits aussi à se connecter à ce qui se passe dans leur corps. Ça, je pense qu'on ne rappelle pas suffisamment le besoin, le fait d'apprendre à se connecter à son corps, à ses sens, à sa sensibilité, voilà, plutôt que de vouloir axer uniquement sur le mental. Voilà, c'est aussi prendre en compte tout cela. Et puis, et donc, juste pour dire, les jeux libres, quand un enfant fait du toboggan, quand il fait de la balançoire, quand il saute dans le trampoline, il est en train de se donner des stimulations qui lui sont vraiment nécessaires pour pouvoir justement développer et intégrer tout cela. Ensuite, je voulais juste dire que on peut se faire les autres possibles, c'est que bien évidemment, quand il y a des difficultés ou des troubles des apprentissages, ne pas hésiter à aller rencontrer des professionnels, des psychologues, des orthophonistes, quand on arrive à en avoir, des psychomotriciens, bref, à vraiment se faire accompagner, soutenir pour pouvoir être, lorsque c'est nécessaire, il y a plein de belles pistes pour être du côté de la rééducation s'il y a besoin. Et une autre approche qui est complémentaire, c'est aussi l'intégration des réflexes. Donc, ça veut dire que si par exemple, on a un besoin particulier, une difficulté, on peut, dans le cadre du travail en réflexe, réaliser des tests. Donc, des tests, c'est assez simple, c'est qu'en fait, je donne des stimulations au corps et le corps y répond souvent en réponse réflexe. Quand il est actif, on le voit tout de suite apparaître. Le RTAC, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous disais, le RTAC, je demande de mettre les bras devant, tendus, comme ça, et je tourne la tête à l'enfant. Eh bien, je peux avoir, normalement, quand je tourne la tête d'un côté et d'un autre, mes bras ne devraient pas bouger, en gros, parce que du coup, je n'ai pas tout ça et je dirais ma tête, le mouvement de ma tête est décorrélé du reste de mon corps et donc je peux faire le choix de tourner sans que rien ne bouge. En revanche, il y en a qui vont avoir dès qu'ils tournent la tête, c'est tout le corps qui part ou un bras qui bouge comme ça, ou les bras, ou carrément on bouge tout le corps. Donc il y a des manifestations un peu différentes, mais voilà, c'est pour juste vous montrer. On fait des petits tests comme ça qui permettent de donner des indications en plus des questionnements, des questions que l'on pose pour avoir de l'information. Et puis ensuite, eh bien, on peut travailler à partir d'un objectif et réaliser des mouvements rythmiques. Moi, par exemple, là, je vous ai mis, je suis formée en RMTI, Rhythmic Movement Training International, qui est une approche qui est issue notamment à l'origine, c'était le docteur Bloomberg qui avait investigué cette approche-là. Et puis ensuite, c'est Moira Dempsey qui a repris cela et qui a ajouté plein d'autres choses. Mais il existe plein d'autres approches, l'IMB, Arcanflex, donc il existe plein d'autres approches. Et en fait, globalement, toutes les approches travaillent à partir de la même chose, c'est qu'on retravaille à partir du mouvement rythmique. Et on retravaille des mouvements que faisait naturellement le bébé ou qu'aurait dû faire naturellement le bébé. Et donc, c'est parfois des mouvements rythmiques qui peuvent faire penser, moi quand ils viennent, ils me disent ça leur fait penser à des bercements. Ou parfois, ils me disent, oui, Sylvie, elle nous fait des massages. Parce qu'en fait, on retravaille les pressions isométriques, voilà, à partir de certaines techniques de toucher qui permettent aussi de réinformer le corps. Et on travaille toujours à partir d'un objectif, c'est-à-dire que quasiment tous les praticiens, on s'accorde à cela, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un bilan pour faire un bilan. Pour dire qu'on a des réflexes pas intégrés, nous avons tous potentiellement des réflexes qui ne sont peut-être pas complètement intégrés. Par contre, c'est quel est mon besoin et quel est l'objectif que je me fixe. Et donc, ça peut durer entre 3, 6 séances ou plus, avec des enfants qui ont des troubles un peu plus importants. Parfois, c'est un accompagnement un peu plus sur le long cours. Et donc, les enfants viennent, ou les adultes, réaliser une séance. Ils repartent avec des mouvements à refaire à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils refont les mouvements avec leurs parents. Il y a des mouvements que leurs parents peuvent refaire. Donc, c'est vraiment une approche pédagogique, éducative. On n'est pas sur de la rééducation, je tiens vraiment à le dire. Et ça redonne aussi quelque chose dans la relation vraiment intéressante avec le parent. Et il y a des mouvements qui sont complètement actifs et donc que peut réaliser tout seul l'enfant.
Et pour ça, je pense qu'il y a toujours à rappeler quelque chose d'essentiel, c'est aussi ce qui se joue dans la relation. Et donc, voilà, je dirais au-delà des mouvements, au-delà de l'approche, c'est aussi ce qui se joue dans la relation. Et je vous parlais tout à l'heure, estime et confiance en soi, il y a plein de choses qui viennent aussi aider à ce que ça soit parfois aussi plus facilitant. Alors, juste, je vous ai mis un petit enchaînement de mouvements qui est issu de la Brain Gym. La Brain Gym, c'est Paul Denison qui est un éducateur qui, à la base, a mis en avant une vingtaine de mouvements. Et donc, la Brain Gym, ça veut dire gymnastique du cerveau. Et donc, on voit combien c'est très en lien avec ce que je vous ai présenté là sur les réflexes, c'est de passer par le mouvement pour aller continuer à créer des connexions, à aller booster ce qu'on appelle le corps calleux, qui nous permet finalement après, avec notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit, de travailler de manière plus fluide, plus efficace. Et donc, il y a un enchaînement qui s'appelle l'ECAP. E qui signifie énergisant, C qui signifie clair, comme vous voyez dans la fiche, A actif et P de positif. C'est un petit enchaînement que vous pouvez faire si vous êtes enseignant en classe. Et moi, j'ai toujours des retours assez positifs sur ce petit enchaînement qui est ritualisé parfois en démarrage de journée, après le repas, ou bien quand ça commence à partir un peu parfois dans tous les sens et qu'il y a besoin de venir recentrer, eh bien, c'est un petit enchaînement qui s'apprend. Et la première chose que l'on fait, c'est de boire un verre d'eau. Parce qu'en fait, l'eau, comme je le dis aux enfants, c'est comme dans une voiture quand on met de l'essence. L'eau, c'est notre carburant. C'est ce qui nous permet d'être en forme, d'avancer, de nous redonner de l'énergie. Et on sait que de la déshydratation, un tout petit pourcentage de déshydratation, il y a une étude de l'Institut Pasteur qui disait que 2% de déshydratation amène 20% de diminution de nos capacités cognitives et physiques. Donc, on voit combien il est important de boire. Donc, c'est des petites choses, mais voilà, à noter. Et puis ensuite, le C de clair, on met donc sous les clavicules, on a des petits creux. On met sa main à ce niveau-là. Et l'autre main, on va la mettre comme le monsieur là sur le nombril. Et on va masser ces points-là. On peut rajouter aussi le fait de tourner les yeux de droite à gauche sans bouger la tête, ce qui peut parfois être très compliqué à associer ces deux mouvements. Et puis, après, on peut changer la main et avec l'autre main, faire la même chose. Et puis ensuite, on peut faire des mouvements actifs, donc des mouvements croisés, où on va aller toucher avec son coude le genou opposé. Et donc, on va réaliser des mouvements croisés. Parfois, on s'amuse à aller toucher son talon, on s'amuse à faire des mouvements un peu dans tous les sens. Et puis, on a un dernier qui s'appelle les contacts croisés, où on met les mains devant, on les croise et on ramène vers soi. Et on croise également les jambes. Et là, c'est vraiment pour aller se recentrer, pour vraiment faire aussi vraiment quelque chose de l'ordre un peu plus de l'ancrage pour soi. Et on peut terminer en mettant ses doigts les uns contre les autres. Ce petit enchaînement, vous pouvez aussi le faire à la maison, notamment avant de vous mettre au devoir. Moi, il y a des enfants qui le font assez régulièrement parce que ça leur permet justement de faire le sas entre ils sont revenus de la maison, ils sont à la maison, il y a les devoirs à commencer. C'est vraiment un petit sas, un petit moment pour eux où ça leur permet de se remettre dans cette énergie-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait aussi à la maison, bien évidemment. Et puis après, c'est comme tout, il y a des mouvements qui vont parler assez facilement à certains, moins à d'autres. Voilà, c'est aussi en expérimentant. Donc, moi, je vous invite à le proposer éventuellement pour l'expérimenter pour vous en tant qu'adulte, l'expérimenter avec éventuellement vos enfants, avec vos élèves si vous êtes enseignant. Parce que c'est en expérimentant qu'on voit ce qui se passe dans le corps et j'invite à le faire en conscience, c'est-à-dire de se dire, tiens,
comment je me sens juste avant de démarrer et comment je me sens après. Parce que sinon, on ne se rend pas toujours compte quand on le fait comme ça de manière machinale, hein, on n'y met pas toujours de la conscience. Donc, c'est vraiment de le faire en conscience pour pouvoir voir s'il y a des choses qui se passent, tout simplement. Et voilà, j'irais en fait conclure peut-être sur cette chose, c'est qu'il est important de remettre du mouvement dans les apprentissages. Vous avez peut-être assisté à l'atelier sur les intelligences multiples que j'ai co-animé avec Anne-Sophie Chauvigny, qui est fondatrice de Flyaway et qui participe à ce sommet. Et donc, j'ai la chance d'être formatrice au sein de Flyaway également. Et dans le cadre notamment de cet atelier sur les intelligences multiples, on parle de l'intelligence corporelle kinesthésique. Elle est précieuse, cette intelligence corporelle kinesthésique, et pour certains enfants, ça va être une réelle porte d'entrée pour apprendre. Et donc, on voit ô combien le mouvement, de toute façon, a de nombreux bienfaits. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, en tout cas, sachez que dans le cadre du coffret de ce sommet, je vous ai préparé un petit e-book qui reprend en fait quelques informations sur les bienfaits du mouvement, qui reprend quelques informations clés sur les réflexes archaïques, un peu ce que vous avez entendu là, et puis surtout qui vous propose quelques mouvements dont le ECAP qui y figurera, quelques mouvements que vous pouvez réaliser. Je précise juste qu'il s'agit de mouvements ludiques, c'est-à-dire que là, je ne mets pas en avant des mouvements rythmiques qui sont réalisés notamment en accompagnement individuel et qui demandent une vigilance sur certaines choses. Donc voilà, on reste là dans le cadre de mouvements que vous pouvez réaliser sans aucun problème à la maison et sans être forcément accompagné pour cela, mais ce qui est différent du travail en intégration des réflexes. Mais je vous y indique quand même, quand on fait tel mouvement, quels sont les réflexes qui peuvent en tout cas être stimulés, qui contribuent en tout cas à l'intégration quand c'est nécessaire. Donc ça, je vous le mets un petit peu en avant, mais bien évidemment, ça ne remplace en rien un accompagnement plus ciblé, hein. Et pour ça, il existe des annuaires de professionnels. Je vous invite à aller regarder. Et puis, pour ceux qui souhaitent, il y a un petit concours que nous vous proposons. Et donc, le 4 et 5, vous avez le droit de participer à ce jeu concours si vous le voulez. L'idée, c'est de gagner une séance de coaching avec moi là en individuel. Alors, soit pour vous, soit pour votre enfant, dans l'idée de découvrir, d'explorer un peu plus peut-être l'approche d'intégration des réflexes ou des outils de la psychopédagogie, hein, donc les outils du apprendre à apprendre en fonction de votre besoin. Hein. En fait, on part de votre besoin et voilà, l'idée est de vous offrir une séance qui permettrait d'avoir peut-être d'autres clés, et soit en Charente-Maritime si vous êtes dans le coin, soit en visio si vous êtes ailleurs. Et puis voilà, et donc on vous marquera les conditions, en fait, c'est juste d'aller sur le compte Instagram ou Facebook de Créer des Possibles, qui est mon compte, et sous la publication du jeu concours, d'y noter l'information qui vous a peut-être le plus intéressé, qui vous a le plus marqué et intéressé. Voilà, vraiment d'être dans une notion de partage et d'avoir du retour, et je ne manquerai pas de répondre à vos questions éventuellement s'il y en a. Eh ben, merci beaucoup Sylvie, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et comme tu le disais justement, en fait, ça permet aussi de mettre comme un peu du sens et comme de la science aussi sur effectivement des choix pédagogiques ou des choix d'éducation qu'on peut faire. Notamment, ça me faisait penser à Amy Pickler qui prônait il y a quand même plus de 100 ans déjà le mouvement libre. Et c'est vrai que voilà, parfois on peut se dire, bon, après tout, pourquoi s'embêter, pourquoi pas le transat et pourquoi pas la poussette. Mais finalement, oui, ça donne beaucoup de sens sur des choix qu'on peut faire et ça, je trouve ça super. Puis ça donne aussi, je pense, un peu plus de tolérance aussi, parce que c'est vrai que quand nous, on n'est pas confronté à certains problèmes, parce qu'on n'a pas ces réflexes archaïques qui sont actifs, on peut pas, effectivement, on peut dire, oh là là, il est maladroit, ou pourquoi il me pousse, pourquoi il me coupe la route, et je trouve ça vraiment précieux de se dire, bah voilà, peut-être que c'est quelque chose que la personne ne maîtrise pas du tout, et ça, je trouve ça intéressant.
Et puis aussi de revenir au corps. Alors ça, je trouve ça toujours génial parce que finalement, avant d'aller chercher des choses compliquées, on peut déjà commencer, comme tu disais, par des petits exercices comme celui que tu viens de nous montrer de Brain Gym. Et puis déjà, ça se trouve, on va voir vraiment des effets. Et bon, de toute façon, tout ce qui est autour du mouvement, je trouve que c'est vraiment passionnant, mais de revenir simplement au corps comme ça, je trouve que c'est reposant en fait. C'est quelque chose de super stimulant de se dire, ben, en fait, c'est peut-être quelque chose que voilà, je peux mettre dans ma vie quotidienne, 5 minutes par-ci par-là, et ça aurait des effets que j'aurais pas attendus, même comme tu disais, sur des choses que j'aurais pas attendues, de phobie scolaire, même, comme tu disais, parfois même d'allergies ou de choses où on n'aurait pas du tout pensé que ça pouvait être lié à ça. Je trouve ça génial, quoi. Même au-delà des apprentissages, sur le bien-être au quotidien, d'être bien dans sa peau et tout, je trouve ça passionnant. Effectivement, comme tu disais, dommage que ce soit pas plus connu, finalement. Mais ouais. Ça commence. C'est vrai qu'en France, je dirais, c'est depuis les années 2000 qu'on D'accord. commence vraiment à en parler. Mais finalement, on en parle depuis ces quelques dernières années là de manière un Ouais. peu plus importante. Mais quand même, on sait pas. Alors, il y a toujours cette histoire de validité scientifique qui peut être toujours remise en Oui. questionnement. Donc, ce qui fait que forcément, après, c'est très compliqué, je dirais, au niveau scientifique, de poser quoi que ce soit du point de vue du process scientifique qui est demandé, parce que les résultats sont toujours tellement multifactoriels. Il se passe C'est tellement de sûr. choses, il y a des résultats tellement variables d'une personne à une autre qu'on ne peut pas coller quelque chose voilà, d'identique pour tous. Mais pourtant, eh bien, moi, je dis que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment qu'il y ait validité scientifique complète ou pas, il y a des études qui sont menées. Je pense qu'on en est qu'au balbutiement de plein de choses. Aujourd'hui, il y a des études assez sérieuses qui ont montré comment le bercement pouvait avoir un impact sur le sommeil. Bon, moi, les enfants qui ont des troubles du sommeil et qui viennent me voir en accompagnement, en effet, je travaille avec le mouvement rythmique. Il se passe quand même des choses au niveau du sommeil. Donc, voilà. Alors après, de là à... Souvent, on est dans une attente, ce que je disais, scientifique sur ces sujets-là. Bon, ça prendra peut-être un peu de temps. Ceci dit, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait sens pour chacun, qu'est-ce qui C'est ça. permet d'avancer, et puis Qu'est-ce qui donne des résultats et du bien-être, enfin du mieux dans sa vie ça. aussi. Ouais, ouais. Du coup, ce serait intéressant d'aller voir donc, ta conférence sur l'hypersensibilité parce que forcément, moi, je me suis dit, ah bah oui, alors du coup, parce qu'en tant qu'hypersensible, bon, il y a beaucoup d'aspects qui sont parfois un peu compliqués à gérer au quotidien. Et alors peut-être qu'effectivement, cette piste-là peut être à explorer. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus maintenant. En tout cas, sur la haute sensibilité, moi, c'est de toute façon un sujet qui m'anime pleinement et donc que j'investis pleinement aussi. Et dans mes accompagnements, quasiment une grande partie en tout cas, des enfants, des adultes que j'accompagne ont cette caractéristique-là, cette façone d'être au monde. Et moi, alors l'idée, là, bien évidemment, en fait, c'est toujours comme la même chose, c'est ne pas faire disparaître, puisque ce sont des caractéristiques bien particulières avec de belles, je dirais, de beaux alliés, Oui, la créativité, l'intuition, enfin toutes ces choses-là qui sont précieuses. C'est juste de comment le vivre, en fait, bien le vivre. Et oui, c'est vrai que là, l'approche en intégration de réflexe, en fait, ou simplement le fait de repasser par le corps aussi, mm, par se réapproprier justement ces sens qui sont en éveil, et bien là, en effet, on peut retrouver un mieux-être, du confort, et je dirais en voir justement les atouts et ne pas subir une sensibilité plus élevée en fait. oui, c'est Donc ça. oui, Ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est de ne pas subir en fait, effectivement, et d'avoir des outils en fait. Pour avoir un peu comme le meilleur, quoi, le meilleur de la haute sensibilité sans les inconvénients, quoi. quand on sait qu'on a de la haute sensibilité et que dans la haute sensibilité, il y a des moments donnés, comme il y a de grandes stimulations dans le traitement des informations émotionnelles et sensorielles, eh bien ça veut dire que forcément, si j'ai trop de stimulation, au bout d'un moment, je vais saturer. Et donc, en fait, c'est pas qu'on va, l'idée n'est pas on va pas pouvoir agir sur cette façon de traiter d'un point de vue, on peut agir un petit peu, mais bon, on va dire qu'on peut pas vraiment agir complètement sur cette Mm. partie traitement sensoriel et émotionnel, mais par contre, eh bien, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont éviter parfois d'arriver à des saturations qui font qu'à un moment donné, le débordement va être tel que c'est plus difficile
voilà, de récupérer son énergie, etc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça dans la face, en fait, en se connaissant mieux. Oui, c'est ce que j'allais dire, finalement, c'est d'aller vers la connaissance de soi plus fine, quoi. Oui. Oui. Surtout qu'il n'y a pas une manière d'être hautement sensible. Voilà, il y a tellement de variations que, voilà, là aussi, il n'y a pas de recette toute faite. C'est juste vraiment, j'apprends à me reconnecter à moi, à mon corps, à mon mode de fonctionnement, à me découvrir pour pouvoir ensuite voir quelles sont les clés, les choses qui fonctionnent le mieux. Et une chose peut fonctionner pour quelqu'un et pas pour l'autre. C'est pas grave, mais c'est important d'aller explorer. Ouais, et puis super, si on peut donner toutes ces clés effectivement aux enfants, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, ses sens, c'est génial. Moi, c'est vraiment en séance, hein, je vois que c'est un des plus, au-delà du travail qu'on peut faire, je vois ô combien le simple fait pour eux d'entendre se dire qu'ils peuvent écouter leurs sensations et leur corps et du coup avoir une idée sur les choses, etc. On voit ô combien c'est précieux parce qu'en fait, eux-mêmes en fait font ce lien immédiatement. Il y a des vraies prises de conscience, hein, c'est extrêmement intéressant et avec les enfants ça va très très vite. Il y a des prises de conscience aussi pour les parents, hein, parce que en fait, en tant que parent, on apprend beaucoup de choses aussi avec ses enfants. C'est-à-dire que là, on se dit ah tiens, ouais, c'est vrai qu'on peut s'autoriser à. Donc c'est hyper intéressant. Et oui, plus tôt on leur donne cette capacité-là, et en fait, plus ça peut. Je dirais les différences, ce qui peuvent être vécues plutôt bien, en fait, non subies, mais plutôt comme une caractéristique, une singularité que chacun a, que ce soit pour ça, que ce soit des troubles des apprentissages ou autres. Hein. C'est comment je fais finalement, ok, c'est des singularités, mais j'apprends à les connaître. Et donc, forcément, c'est pour ça que j'ai un peu ce terme de créer des possibles, c'est que oui, je peux créer des possibles avec la singularité, avec ces potentiels que j'ai. Nous avons tous des potentiels. Et donc, c'est tout à fait possible que ce soit dans le champ de la famille, que ce soit dans l'école, que ce soit au niveau professionnel pour les adultes. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est pas de vouloir gommer les différences pour faire entrer les enfants dans le moule et qu'enfin ils puissent apprendre à lire et à faire ce qu'on leur demande à l'école comme on leur demande, mais c'est de plus vivre ça comme des handicaps et puis pouvoir profiter pleinement de qui on est avec, comme tu dis, nos singularités qui font la richesse de chacun, quoi. Écoute, merci beaucoup Sylvie. Merci Evelyne. Sommet qui va donner énormément de pistes de toute façon sur tout ça et donc voilà, bravo aussi pour cette organisation-là et cette opportunité qui est donnée à tous ceux qui s'intéressent au champ de l'éducation. Merci Sylvie, à bientôt. À bientôt.